Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Et je suis également heureuse de vous retrouver et de recevoir un nouvel invité, M. Christian Rafamire de Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous avez honoré, bien comme il fallait, l'année que vous avez passée dans la tête de cette collectivité. C'était important? Oui. Honorer tous ceux qui vous ont porté justement à la tête de cette collectivité et puis le travail aussi réalisé en une année. Oui, on a eu beaucoup de choses à faire, surtout à mettre en place les conditions de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a eu l'interne de la mairie, tout d'abord qu'il fallait remettre en ordre de marche sur le plan humain, sur le plan matériel de l'équipement, c'est en cours, et aussi sur le plan financier. Et ça, là aussi, c'est un gros chantier qui est encore en cours. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a trouvé une ville dont il fallait s'occuper avec des chantiers à l'arrêt depuis plusieurs années. Il a fallu les relancer malgré des finances très difficiles. Et puis la propreté de la ville, ça a été aussi une de nos premières préoccupations. Nous commençons à nettoyer les dents creuses. Nous avons fait des opérations d'enlèvement des VHU, plus d'une centaine de VHU d'enlever. Nous sommes en train de procéder à la réfection de la voirie, d'anciennes rues, enfin des rues laissées à l'abandon depuis des dizaines d'années. Ça a démarré cette semaine. Nous avons des programmes de création de parking pour tenter de résoudre ou de diminuer les problèmes d'embouteillage. Donc beaucoup de chantiers, les écoles que nous avons réinformatisées, la crèche qu'il fallait absolument remettre aux normes. Donc beaucoup de chantiers ont été lancés en un an, malgré des conditions très difficiles. Et beaucoup de factures de payer, c'est ça? Il y avait beaucoup de factures impayées quand nous sommes arrivés. Soi-disant un déficit de 410 000 €, mais en réalité c'était ce que l'administration savait. Ce que l'administration ne savait pas, c'était près de 560 000 € de factures non enregistrées, donc non répertoriées par le Trésor. Et donc le total de tout ce qu'il y avait à payer s'élève à entre 2 et 3 millions d'euros si on compte le déficit de trésorerie, c'est-à-dire des mandats qui avaient été rédigés, enfin qui étaient en instance de paiement parce qu'il n'y avait pas de trésorerie. On arrive, si tu trouvais une situation de près de 3 millions d'euros, qui est venu confirmer, de déficit, qui est venu confirmer... les dires que vous aviez eu pendant la campagne? Pas uniquement les dires, mais c'était surtout le fait que Saint-Pierre était sous contrôle du réseau d'alerte de la préfecture depuis 2012. Parce que la préfecture savait quand même que la situation était difficile, même si elle ne savait pas tout ce qu'il y avait de non répertorié, de non déclaré. Donc Saint-Pierre, c'était une gestion financière catastrophique avec beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent dépensé que d'argent en recettes pendant 2 ou 3 années avant qu'on arrive, avec néanmoins des élus qui percevaient leurs indemnités à plein tarif, à 100%. Et depuis que nous sommes là, nous n'avons pas encore touché 1 euro d'indemnité, et nous avons pris la décision que jusqu'au 31 décembre 2016, nous ne toucherions aucune indemnité pour contribuer au redressement des finances de la mairie, levier de réalisation de notre programme. Pour autant, nous avons terminé les chantiers, pour autant, nous avons des chantiers en cours que nous poursuivons. Nous jonglons avec la maigre trésorerie. Et j'attends notamment, et c'est un appel que je fais ici, aujourd'hui je sais bien que la CTM a des difficultés de lancement. Il faut laisser à la gouvernance le temps de s'organiser, mais nous sommes très impatients de voir redescendre les subventions auxquelles nous avons droit, parce que nous avons remonté le maximum de dépenses au 31 décembre. Mais nous attendons des retours de subventions pour nous permettre de continuer à faire vivre la ville. C'est une condition première pour nous. Et comment vous fonctionnez avec justement la CTM, puisqu'on sait que l'ancien maire est aussi conseiller exécutif? Tout d'abord, pour moi, je n'ai pas participé, enfin disons que je ne suis pas du côté de la nouvelle gouvernance. Enfin, je n'étais pas pendant cette campagne du côté de la nouvelle gouvernance. La campagne est terminée. Il s'agit maintenant de se mettre au travail pour la Martinique. J'ai déjà écrit au président de la CTM, président du conseil exécutif, pour lui demander de le rencontrer au sujet des dossiers qui sont en instance à Saint-Pierre. La gouvernance de la région, de l'ex-région Martinique avait commencé un travail par le biais du Grand Saint-Pierre notamment, mais aussi par des groupements de commandes, rénovation du musée, rénovation du marché de Saint-Pierre, rénovation de la mairie elle-même, de la maison de la Bourse. Beaucoup de chantiers avaient été lancés.
la cathédrale dont il faut passer à la deuxième tranche de travaux. J'ai beaucoup de dossiers, non seulement du côté de la ville, du côté de l'ex-Grand Saint-Pierre, du côté du PNRM, aussi la rénovation, la restauration du Jardin des Plantes, le sentier qui devrait relier le CDST à l'Aileron, et des chantiers aussi qui dépassent la ville de Saint-Pierre. Parce que le Grand Saint-Pierre n'était pas que Saint-Pierre, c'était aussi toutes les villes, c'était aussi Trois-Îlets, mais aussi l'extrême nord, c'est-à-dire toutes les villes qui attendent que Saint-Pierre soit dynamisé pour bénéficier de ce boost en termes de développement. Enfin, le Nord Caraïbe, pratiquement. Oui, donc il y avait des dossiers qui étaient propres à ces villes-là. Je pense à Font-Saint-Denis, au Morne-Rouge, même aux Prêcheurs, au Carbet. Tout le monde attend, donc on remet à plat ces dossiers. Il y va de l'intérêt général de la population qui me pose la même question. M. Rafa, Grand Saint-Pierre, qu'est-ce que ça nous va faire? Donc je tiens à ce que je puisse rencontrer très rapidement les nouveaux responsables. Monsieur Monplaisir m'a promis de venir à Saint-Pierre très bientôt, je l'attends. J'ai des dossiers pour qu'on commence à travailler. La politique politicienne, c'est une chose, le travail pour la population doit pouvoir nous trouver... on se doit de trouver des consensus sur des dossiers prioritaires et concrets qui concernent la vie quotidienne des citoyens qui nous ont élus. Et puis l'autre grand fait marquant de Saint-Pierre, c'est bien sûr le maire incontournable de Saint-Pierre. Dimanche, ça va être l'apothéose malheureuse avec le maire de Saint-Pierre, avec l'éruption de la montagne Pelée, mais un maire de Saint-Pierre qui a commencé déjà depuis le début du mois. Qui a commencé depuis le début du mois par une des 3 manifestations que j'ai demandé à Cap-Nord de labelliser, c'est-à-dire Maniflora, dont je suis l'inventeur et j'aime bien le dire parce que j'aime beaucoup cette manifestation. Il faut donner à Saint-Pierre ce qui a apporté à Saint-Pierre. En 2002, nous avons, avec le Rotary Club de Saint-Pierre, mis sur pied cette manifestation et j'attendais qu'elle s'adosse à une structure qui puisse nous aider de la porter à la hauteur de ce qu'elle mérite. Donc Maniflora, mais c'est aussi... le tournoi international de pétanque qui fait venir près de 300 équipes du monde entier à Saint-Pierre cette semaine, qui a commencé aujourd'hui. Vous avez joué? Vous avez lancé votre premier cochonnet? Pas encore. En général, j'attends le week-end, c'est-à-dire la phase finale. C'est aussi le marché Rasta qui est devenu depuis une quinzaine d'années une institution. Ça, c'est le prochain week-end? Ces 3 manifestations sont labellisées par Cap-Nord, bénéficient d'un financement qui leur est propre, qui passe par la ville de Saint-Pierre, mais aussi Cap-Nord nous a aidé à la communication générale autour du Mets de Saint-Pierre. Nous avons demandé l'aide de la CTM parce que le budget du Mets de Saint-Pierre n'est pas bouclé. Et nous avons aussi déjà un engagement de la DAC, Direction des Affaires Culturelles, parce qu'on me demande comment vous avez réussi à faire un Mets de Saint-Pierre alors que vous n'avez pas d'argent. Eh bien oui, mais nous avons ces leviers qui sont à disposition d'une ville qui intéresse tout le monde, qui est le patrimoine des Martiniquais. Donc toutes les instances doivent se mettre autour de cette obligation que nous avons pour nous d'honorer les dates historiques qui, par hasard, se concentrent dans le Mets de Saint-Pierre. Même le 22 mai, qui s'est passé... Il y a des pages historiques sur le 22 mai à Saint-Pierre. Oui, mais le 22 mai, c'est Saint-Pierre avant tout, la révolte des esclaves autour de l'esclave romain. Également, la déclaration forcée de l'abolition officielle de l'esclavage le 23 mai. C'est aussi le 6 mai maintenant que nous voulons mettre en avant, en plus du 8 mai que tout le monde connaît, l'éruption de la montagne Pelée, c'est le 6 mai que nous avons commémoré, que nous avons commencé à commémorer cette semaine, l'arrivée des 313 premiers Indiens débarquant de l'Aurélie, ce navire, ce 3-mâts qui a déposé les premiers Indiens en Martinique, à Saint-Pierre. C'est encore un événement qui se passe au mois de mai. C'est vraiment une coïncidence extraordinaire. Et nous avons tenu à marquer l'arrivée des 3 premiers Indiens de façon particulière en dénommant la place Rennes, qui n'avait que le nom d'une entreprise ou d'une marque commerciale de bananes, figurez-vous, qu'il y avait un hangar à bananes sur ce lieu, et nous voulons maintenant lui donner une véritable dimension historique. Nous avons baptisé cette place de l'Aurélie, en l'honneur et en mémoire de ces premiers Indiens. Qui ont travaillé également sur les bananes et les cannes. Et qui ont considérablement participé à la construction identitaire des Martiniquais que nous sommes. Donc il fallait que l'on fasse acte de réparation, parce que cette communauté indienne a beaucoup souffert de stigmatisation, de mépris, et pour autant, nous sommes tous
quelque part un peu indien de notre réhabilitation. Oui, oui. Et ce matin, c'était une cérémonie extraordinaire. Et c'est vrai qu'à Saint-Pierre, il y en a plein. Il y a plein d'Indiens à Saint-Pierre, d'ailleurs. Absolument, mais au Morne Rouge, partout, à Basse-Pointe, partout. L'indianité, c'est nous-mêmes. Et ce matin, nous avions l'honneur d'avoir le représentant de l'ambassade de l'Inde, le GoPio, qui est l'institution de représentation de la diaspora indienne dans le monde, du GoPio France, GoPio Europe, et même une représentation des Indiens de Trinidad, était à Saint-Pierre pour cette cérémonie qui a été vraiment très émouvante et qui repositionne Saint-Pierre, encore une fois, dans sa responsabilité historique. Et de toute façon, nous reviendrons chaque année sur ces traces des Indiens. Et absolument. Ce sera donc le 6 mai, une date historique également pour Saint-Pierre. Et comme j'aime à le dire, nous n'avons pas bien entendu l'intention de capter l'indianité pour Saint-Pierre. Nous voulons simplement marquer cette histoire qui a débuté à Saint-Pierre, mais nous invitons toute la Martinique à commémorer le 6 mai. L'indianité ne nous appartient pas à nous Pierrotins, mais à la Martinique. Et nous voudrions que le 6 mai soit un peu l'équivalent du 22 mai pour l'indianité. Ou pratiquement dans la même lignée, puisqu'en fait, ce sont des dates qui sont fortement liées à l'histoire de la Martinique. Et le GoPio Martinique attend beaucoup de nous pour ça. De toute façon, nous serons obligatoirement à vos côtés pour vous accompagner médiatiquement. Merci beaucoup, par avance. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses cette semaine. On a parlé de l'indianité, mais depuis le début de la semaine, fin de semaine dernière, votre objectif, c'est aujourd'hui, là, avec nous, dans les 7 jours en Martinique, c'est de regarder l'actualité et puis de nous donner juste après un point de vue de ce qui s'est passé dans l'actualité. C'est vrai peut-être qu'avec toutes les activités que vous avez, vous n'aviez peut-être pas vu toutes les informations. J'ai pas beaucoup le temps de regarder l'actualité, mais je m'y intéresse quand même. Mais ne vous en faites pas, on vous projette les sujets juste avant, vous regardez attentivement, surtout ne me parlez pas, regardez, et puis juste après on en discute. Pour le premier sujet, il sera question de la Convention, donc le PPM qui se relève après une défaite. Vous y étiez d'ailleurs dans cette mouvance PNM. Oui, même si je n'étais pas sur la liste. Voilà, mais vous aviez fait le choix non plus de ne pas être sur la liste, puisque vous voulez vous consacrer à la municipalité, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. Voilà. Donc, le PPM s'est réuni, c'était à Rivière-Salée, ils se sont retrouvés en famille et ils ont fait plein de choses, des conventions, et Serge Letchimy aussi a fait un discours. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Je vous propose de regarder le sujet et on se retrouve juste après. Au cours de la convention du PPM, Serge Letchimy, son président et ancien président du conseil régional, a pris la parole en fin de journée pour un discours très attendu après sa discrétion médiatique suite à la défaite de décembre 2015 à l'élection de la CTM. Pour lui, c'est l'heure de la reconquête. Il faut revenir aux fondamentaux qui sont la base même du PPM, à savoir la proximité. Par ailleurs, il affirme que le PPM a besoin de tous ses militants et sympathisants, dont le dynamisme est nécessaire à la reconstruction pour faire face aux enjeux de l'avenir. Les objectifs sont très clairs. Nous poursuivons notre route pour la responsabilité, le progrès et le développement de la Martinique. Nous poursuivons cette route de la responsabilité locale. Nous avons une responsabilité énorme. C'est la parole du leader qu'il faut moderniser, la doctrine qu'il faut ne pas remettre en cause, mais revisiter pour que les gens comprennent mieux que responsabilité ne veut pas dire indépendance. Vous vous rendez compte, on a fait Letchimy passer pour un indépendantiste. Les propres indépendantistes ont réussi à faire croire à la population. Et si la population a cru à quelque chose comme ça, c'est quand même grave. Comment les peuples là peuvent croire comme ça? Bon, et alors que je ne suis pas du tout indépendantiste, quoi. Et donc, nous devons continuer ce combat-là. Et donc, notre congrès va nous permettre d'aller encore plus loin que la Convention. Et puis d'avoir une opposition à la CTM très constructive, mais déterminée, claire et transparente, avec Jean-Claude Duverger à la tête. Et puis troisièmement, améliorer nos outils de communication, c'est très important, parce que ce n'était pas suffisamment bien cadré. Et troisièmement, reconstruire les bases de l'efficacité de la proximité. Les réflexions, les conclusions, les questions et les analyses se poursuivront avec les balisiers du parti pour préparer le congrès ordinaire et extraordinaire prévu à la fin du mois de juin. Voilà donc, premier sujet, première réflexion. Première réflexion, je crois que ce qui se passe là est tout à fait normal. Après une défaite, on en fait le bilan, comme après un succès, on devrait aussi le faire des fois. Mais là, j'entends une autocritique qui est quand même lucide. C'est vrai qu'une campagne électorale est très particulière.
on peut avoir travaillé, parce qu'il dit dans d'autres interviews, j'ai écouté qu'il n'y a pas beaucoup de Martiniquais qui ne reconnaissent pas qu'il y a un travail qui a été fait. En ce qui me concerne, j'ai aussi participé à une campagne où j'ai entendu un discours, une vision, vraiment un programme très construit, un programme visionnaire et un programme, comment dirais-je, d'avenir pour la Martinique. Et pourtant, les urnes ont parlé, parce qu'il est affaire de communication, et il en parle aussi, c'est qu'il peut y avoir des choses qui parasitent les vrais sujets. Ce sont des erreurs de communication qui ont été faites. On a ciblé certaines personnes qui ont peut-être commis ces erreurs. On a exploité ce qui est le jeu, hein, parce que j'ai subi la même chose à Saint-Pierre pendant mes campagnes électorales. Et une campagne électorale, ça va très très vite. Et donc, après, on réfléchit. Et donc, j'entends régulièrement actuellement, mais non, mais il travaille quand même. Mais bon, il tenait ceci, il tenait cela. Donc il y avait les à côté. Il y avait les à côté. Le résultat du premier tour démontre quand même qu'il y avait une reconnaissance de travail qui avait été fait. Après, pour le deuxième tour, il y a une combinaison politique qui a été mise en place. On en pense ce qu'on veut. Il se trouve qu'elle a convenu aux Martiniquais qui ont joué cette carte. Mais on peut dire quand même que c'est d'abord un vote de rejet de certaines choses, de certaines personnes, avant d'être un vote pour, en faveur d'un projet, etc. Et c'est ce que je crains. Je ne dis pas je le regrette. Bon, l'avenir sera ce qu'il sera. Maintenant, ceux qui sont en responsabilité ont à prouver et à réagir très très vite. Parce que la Martinique ne peut pas attendre très longtemps dans l'état où elle est, que les choses se mettent en place tranquillement. Moi, c'est ce que j'ai connu un peu à Saint-Pierre, si je peux faire le parallèle. J'ai trouvé une situation catastrophique, mais très rapidement, j'ai quand même trouvé les moyens d'agir et ne pas attendre d'avoir tout redressé, tout remis en ordre avant de commencer à travailler. Là, c'est plus difficile. Ouais. C'est vrai qu'il s'agit de construire une structure de gouvernance tout en avançant sur les projets à faire, à réaliser et à répondre aux attentes très rapidement des Martiniquais qui sont impatients. Donc c'est un exercice extrêmement difficile. Donc moi j'attends de voir, mais à un moment donné il faudra vraiment qu'on ait des résultats, et je pense que c'est ce que la population demande. Bien, deuxième sujet, on parlera de la DAFAYE, qui est une association sur Dillon et qui met en place souvent d'ailleurs c'est son cœur de métier, qui met en place des actions autour de la famille. Et ils ont mis en place un séminaire ayant la thématique suivante, être ou ne pas être ami de son enfant. Vous êtes ami de votre enfant ? Ami de mon enfant, j'ai 2 grands-enfants qui sont actuellement adultes. Ce serait peut-être plus la question de savoir si je veux être ami de mes petits-enfants, parce que j'en ai 4. Ils sont magnifiques, ils sont très beaux. Non, je pense qu'on ne peut pas être ami de ses enfants. On est parents, on est à sa place, les enfants sont des enfants, et on en a la responsabilité, une très grande responsabilité. Alors voyons voir ensemble ce qu'a proposé ce séminaire où il y avait des éducatrices spécialisées, des psychologues, mais également des jeux divers qu'on peut mettre en place avec des enfants sans être peut-être leur ami. Allez, on regarde. La DAFAYE, l'association départementale d'aide aux familles et d'action éducative, organisait ce matin un séminaire centré autour de la famille et du bien-être. Les parents et les enfants présents étaient invités à participer à différents ateliers ludiques. L'objectif étant de renforcer le lien social et familial. L'objectif est donc que les familles se rencontrent. Donc ça s'appelle le séminaire bien-être et famille, et c'est permettre à des familles de Ducos, également de Dillon, de se rencontrer avec les enfants, donc famille dit enfants, ados, parents. L'objectif, c'est vraiment cette cohésion, cette relation qu'on veut renforcer au sein même de la famille, puisque en tant qu'éducateurs spécialisés et travailleurs sociaux de la DAFAYE, nous travaillons avec ces familles tout au long de l'année à travers des ateliers et des thématiques. Et aujourd'hui, on a voulu qu'elles se rencontrent pour renforcer ce lien social, ce lien familial, les rapports parents-enfants. Une conférence était également animée par une psychologue et une éducatrice spécialisée. Les parents, qui étaient tous des mères de famille, ont reçu des conseils afin de définir et d'encadrer la relation à construire avec son enfant. Les échanges ont été fructueux et prouvent qu'en ce domaine, les parents sont en attente de réponses à leurs préoccupations. Aujourd'hui, le thème était un thème très intéressant, être ou ne pas être l'ami de son enfant. Donc on a beaucoup échangé justement sur les relations d'amitié
que peut ou ne peut pas avoir un parent envers son enfant. Et le conseil, en fait, c'est qu'un parent, en fait, est un tuteur, un guide, un modèle. Hein, il est à la fois coach, il est à la fois pédagogue, il est aussi à la fois un repère, hein, il est aussi à la fois libérateur, puisqu'à un moment donné, il devra lâcher la main justement de ses enfants pour qu'ils puissent grandir, s'épanouir dans la vie. Voilà, donc on a beaucoup échangé. Les conseils, c'est justement de donner des limites, des repères, d'aider justement à gérer la frustration, de savoir aussi dire non. Hein, parce que l'enfant en a besoin pour se structurer psychiquement et pour pouvoir aussi être heureux quand il sera plus grand. Cette manifestation montre que la cohésion sociale doit s'entretenir et que ce type de rencontres et d'échanges favorise le mieux vivre ensemble. Alors, après tout ça, vous avez raison. Oui, en fait, je suis content qu'on revienne aux fondamentaux de ce qu'on peut appeler l'éducation, tout simplement. Je suis un peu plus vieux que je ne parais et j'étais très jeune peut-être, mais dans les années 70, je crois que beaucoup de choses ont dérivé à ce moment-là. C'est vrai qu'on est passé d'une éducation peut-être où l'autorité s'assimilait à l'autoritarisme et il n'y avait pas véritablement de dialogue entre parents et enfants à une forme de copinage. Il ne fallait pas frustrer, il ne fallait pas traumatiser. Et à ce titre, on a lâché prise sur la responsabilité des parents. Et là, j'entends un discours qui me convient parfaitement, effectivement. C'est tout le jeu entre la protection, l'empathie, l'affection que l'on doit donner et l'autorité qu'on doit exercer, parce que l'enfant attend de ça aussi. Il attend qu'on définisse, qu'on le borne, et ça le rassure, contrairement à ce que l'on croit. Et ce que j'ai entendu en raccourci, c'est qu'il faut savoir dire non, et c'est le plus difficile. Parce que là, on a des enfants qui commencent à pleurer, et effectivement, ils sont frustrés, mais la vie, c'est aussi des frustrations. Ouais. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Il faut apprendre qu'on a des limites à ne pas dépasser, parce que ce sont des conditions de la vie sociale, tout simplement. Et j'ai retenu que vous serez l'ami de vos petits-enfants avec des limites. Absolument, absolument. Je les adore, ils m'adorent, on a de très bonnes relations, mais je sais dire non. Je sais dire non quand, par exemple, j'ai mon petit-fils qui commence à s'accrocher au balustrade de la piscine. J'ai réagi très vivement et très fermement, il a été surpris. Une bonne petite claque sur les fesses, je l'affirme. Qui ne fait pas de note. Il n'a même pas pleuré, parce qu'il a compris que c'était pour le protéger que je le faisais. Que ce geste, il ne fallait pas le refaire. Voilà, et ça n'a rien changé entre la tape a été accompagnée relation. D'une explication ? Absolument. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux et qu'il y allait de sa sécurité. Il m'a regardé dans les yeux, était un peu surpris, mais il m'en a absolument pas voulu. Et 2 minutes après, il était dans mes bras en train de jouer. Donc, et ça l'a rassuré d'avoir quelqu'un qui le protégeait. Vous êtes un papy gâteau. Je suis un papy amoureux de ces petits-enfants. J'ai toujours adhéré des enfants, même quand ce ne sont pas les miens. Et moi, j'aime beaucoup les enfants parce que je vois des petits êtres en devenir. Je refuse que l'on catégorise et que l'on classe les enfants. On ne sait pas ce qu'un enfant va devenir. Notre rôle, c'est de l'accompagner, de repérer ses centres d'intérêt et de le pousser à s'épanouir au maximum, de lui donner les moyens quand on peut, ou d'aller chercher les moyens pour faire en sorte qu'il soit un adulte épanoui. Et c'est mon plus grand plaisir d'avoir des enfants qui sont bien dans leur peau. Et ils n'ont pas fait mon métier. J'ai respecté ça. Ils sont très éloignés de mon métier et pour autant ce sont des gens qui sont maintenant des adultes épanouis, qui ont leur propre famille et qui m'ont donné de magnifiques petits-enfants. Et on rappelle que vous avez un métier très humaniste également. Oui, je suis dans la santé et effectivement ça me donne une approche particulière. Des gens qui souffrent, des gens qui attendent que vous les aidiez. Et tous les jours, j'ai des retours où je sens l'utilité de mon métier et je vous avoue que j'en suis très fier. Bien, on va voir également tout à l'heure que si vous étiez un papa gâteau, on a parlé de papy. Allez, 15 médiateurs, ils ont besoin d'accompagnement également. 15 médiateurs économiques, on les appelle des médiateurs économiques. Ils ont été recrutés par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire en Martinique avec l'appui de la Direction du travail pour apporter donc des prestations dans les entreprises. Peut-être quand vous en aurez également, on arrive à Saint-Pierre, pourquoi pas. Informer les acteurs économiques, parler du dispositif pour leur permettre de faire des créations d'emplois avec la CCIM et tout ça.
Donc, ces médiateurs, on regarde ce que c'est, les médiateurs économiques, et puis on se retrouve juste après. On rappelle que c'est quand même une convention également avec le préfet de région Rigoleros. 15 nouveaux médiateurs économiques ont été recrutés par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec l'appui de la préfecture et de la DIECT. Ce recrutement vient compléter l'équipe de 6 médiateurs déjà en place depuis septembre 2015. Depuis le mois de septembre, la Martinique est sillonnée par des médiateurs économiques qui sont des jeunes volontaires du service civique qui vont, j'allais dire, dans une logique de proximité, porter l'information au plus près des chefs d'entreprise et notamment des TPE et des PME qui constituent la richesse de notre tissu entrepreneurial. Depuis l'annonce par Monsieur le Président de la République d'un renforcement encore au bénéfice de ces entreprises, des mesures en faveur en particulier du recrutement, de ce qu'on appelle l'aide à l'embauche, nous avons avec le Président de la CRES pris l'initiative de renforcer ces équipes de médiateurs économiques, de jeunes VSC sur le terrain, dont l'objectif principal, vous l'avez compris, vous l'avez vu, c'est d'aller à la rencontre des commerces, des chefs d'entreprise pour leur apporter l'information. Voilà la mission, c'est porter l'information pour que tous nos chefs d'entreprise, tous nos commerçants puissent solliciter les aides auxquelles ils ont droit et en tout cas puissent, s'ils ne le souhaitent pas, le faire en connaissance de cause. Et je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise pour en faire pas mal de visites de terrain avec eux qui, connaissant bien l'information, ne sollicitent pas ces aides. Ces médiateurs économiques sont répartis sur tout le territoire martiniquais. Ils sont tous volontaires du service civique et ont pour mission d'établir une relation de proximité avec les entreprises. Ça consiste à visiter les entreprises pour présenter les aides financières, les aides à l'embauche, pour recenser les problèmes et les besoins des entreprises et après voir vers quelle institution d'État on peut rediriger pour apporter des solutions. Vu qu'on apporte une information dont on ne dispose pas, nous sommes très bien reçus. On présente nos dispositifs, on leur laisse nos coordonnées et on prend les leurs. Les médiateurs économiques partagent un même constat. Les entreprises martiniquaises sont prêtes à embaucher. Il se trouve qu'il y a plein d'entreprises qui ont envie de recruter, mais qui ne connaissent pas forcément les dispositifs. Donc du coup, soit ils restent dans le silence absolu, et puis ils se disent que bon, ils n'ont pas les moyens. Ben, même s'ils ont un peu de sous, ils ne vont pas spécialement, avec le peu de sous qu'ils ont, prendre un employé. Les entreprises en Martinique veulent embaucher, mais souvent elles veulent un coup de pouce. Donc justement, quand on vient pour parler de l'embauche PME qui est sortie au 18 janvier et aussi des contrats aidés, là elles se sont accompagnées, donc elles passent le cap. Ce dispositif inédit en Martinique a déjà permis, depuis septembre dernier, de conclure 641 aides à l'embauche, c'est-à-dire de créer 641 contrats de travail de plus de 6 mois. Voilà, des contrats à l'embauche, ça aussi c'est important pour les villes comme Saint-Pierre, il y a du potentiel aussi à créer. Oui, il n'y a pas que Saint-Pierre. Et là, je décèle d'abord un problème de l'entreprise elle-même, parce qu'on a parlé de TPE et de PME, qui constituent l'essentiel du réseau des entreprises en Martinique, où le patron, quelquefois c'est son propre emploi qu'il a créé, n'a pas le temps d'aller chercher l'information, absorbé qu'il est par déjà le cœur de métier, produire, parce qu'on ne fait pas, c'est pas une administration, et débordé par justement tout ce qui est administratif, déjà pour se mettre en règle. Alors aller à la recherche d'informations pour se développer, il n'a quelquefois pas le temps et ça peut être crucial pour lui que d'apprendre qu'il bénéficie de tel ou tel dispositif pour aider à l'embauche. Donc c'est utile, utile. Mais au-delà, je pense que c'est tout le problème de l'administration qui a tout en charge sur les petites entreprises. Qui pèse sur la vie quotidienne. On nous avait promis un choc de simplification. Ouais. Je l'attends toujours, parce que je crois que l'entrepreneur, son boulot, ce n'est pas de faire de l'administratif. Son boulot, c'est d'organiser sa production, de faire ce qu'il sait faire avant tout. Et donc, je crois que parallèlement à ces médiations, il faudrait vraiment qu'on arrive. Administratif. Il est temps qu'en France, on se rende compte qu'on étouffe les entreprises sous l'administration. Après, on veut aider l'entreprise quand justement parce qu'elle étouffe. Elle n'a pas le temps de. Il faut l'aider avant qu'elle n'étouffe. Oui, l'objectif, vous savez, vous venez de dire que je suis dans le métier de la santé. Le meilleur soin, c'est la prévention. Bien sûr. C'est pas le curatif quand la personne est en détresse, que l'on va lui mettre des tuyaux de partout pour essayer de le récupérer et de le refaire vivre. Il fallait s'en occuper avant. Donc il en est de même pour l'entreprise. C'est en amont qu'il faut voir. Donc c'est du curatif que nous sommes en train de faire. On aide les entreprises à embaucher. Moi j'aurais préféré qu'on n'ait pas à aider les entreprises à embaucher.
ou qu'elles embauchent automatiquement parce qu'elles vivent bien? Elles embauchent parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles sont en dynamique de progression. Et là, le seul fait qu'on soit amené à les aider signifie que ça ne peut pas être pérenne. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un système qui va aider l'entreprise pendant 50 ans. À un moment donné, il faudra qu'elle puisse... Si c'est un passage, oui. Si c'est une pérennité en matière d'aide, ça veut dire que l'économie va mal. Et l'enjeu est là, parce que je suis secrétaire général d'un parti, le PRM, Parti régionaliste martiniquais, qui croit beaucoup à l'initiative individuelle qu'il faut encourager, à la création de richesses pour mieux les partager avec la population dans le domaine du social. Donc l'économie, pour nous, c'est le premier levier du progrès social. Donc si on étouffe l'entrepreneur, si on le décourage, ben, c'est toute la société qui, derrière, va s'écrouler. Et je pense qu'il est urgent de passer à un autre système et qu'il faut traiter le problème en amont. Mais c'est bien de pouvoir aussi aider. Reconnaître certaines choses. Voilà. Mais je pense que les entrepreneurs en ont besoin. Parfait. Allez, la CTM est en visite. C'était dans le CFPPA du Robert. Le CFPPA d'ailleurs qui forme également des jeunes Martiniquais et Martiniquaises à devenir des professionnels dans le domaine de l'agriculture. On regarde également cette visite au niveau du CFPPA du Robert. On se retrouve après. Depuis le début du mois de mars, l'ensemble des élus de la commission ont eu pour mission de visiter des structures de formation professionnelle et continue telles que le CFA, le centre de formation apprentis, le centre AFPAM et aujourd'hui c'est au centre du CFPPA dans le domaine de l'agriculture que se sont rendus les différents membres de la commission, l'objectif étant d'établir un état des lieux. Nous avons rencontré Francine Carius, présidente de la commission formation et professionnelle des apprentissages. Ce qui est important pour nous, c'est de faire l'état des lieux. Vous savez, vous prenez un chantier, vous regardez dans quel état il est et vous regardez comment vous allez mettre en place votre politique. Effectivement, il y a des centres de formation qui attendent la commande publique, qui ont répondu à un certain nombre de consultations, à qui on a attribué des marchés. Il y a très peu de marchés de formation qui se déroulent dans les centres. Ils prévoient de démarrer des actions de formation pour la rentrée scolaire, mais il y a encore des choses à faire. Bon, mais nous avons fait le point puisque à cette visite, nous avons associé la commission BTP et services techniques pour faire le point sur l'état des bâtiments et planifier, si vous voulez, des travaux nécessaires pour que les formations se passent dans de bonnes conditions, pour que nos stagiaires soient dans des conditions de réussite. Lors de cette visite, une problématique a été soulevée concernant le développement des actions de formation continue sur l'ensemble des 3 sites, Robert, Gros-Morne et Lorrain. Éric Sacré, directeur de l'établissement public d'enseignement agricole du Robert, nous a fait un point de la situation. On sent vraiment un engagement politique fort pour donner tout ce qu'il faut en termes de réussite éducative à l'enseignement agricole, mais il sera nécessaire de toute façon de développer ce que j'appellerais un plan pluriannuel d'investissement qui permettra de revoir un projet global à l'enseignement agricole public, en tout cas pour l'établissement public du Robert, qui permettra de mutualiser en tout cas les investissements de la collectivité, que ce soit sur la partie formation continue, formation initiale, mais également exploitation agricole. Pour donner des cours, on a l'équipement minimum, mais les conditions sont extrêmement mauvaises. Extrêmement mauvaises dans la mesure où on a des bâtiments qui sont anciens et qui nécessitent une révision immédiate de l'acoustique, ne serait-ce que de l'acoustique. Après, on est un établissement, on est le seul établissement d'enseignement agricole public avec ses spécialités en Martinique et il est absolument indispensable qu'on dispose demain d'une structure d'internat qui nous permettra de capter un public sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est actuellement pas le cas dans la mesure où les élèves sont extrêmement contraints par les transports scolaires et en moyenne pour venir dans l'établissement ils font 2 à 3 heures de bus par jour, ce qui veut dire qu'on ne les met pas du tout dans des conditions de réussite éducative ni scolaire. L'établissement actuel mérite une rénovation en profondeur, c'est pourquoi la collectivité s'est engagée et donc a commencé à réhabiliter une partie des bâtiments. Voilà donc pour le CFPPA du Robert. Vous savez, il y a certains sujets sur lesquels j'ai forcément du mal à réagir parce que moi je ne comprends pas comment ce CFPPA dont on entend parler depuis si longtemps peut être dans un état pareil. Soit ça sert à quelque chose et on s'en occupe, on entretient, soit ça ne sert plus. Comment on peut là découvrir une situation qui
qui est celle du quotidien d'enseignants. Qu'est-ce que l'on veut pour la Martinique en matière agricole? J'ai entendu, il me semble, cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a comme projet global en termes d'économie agricole en Martinique? Je ne le sais pas. En format quoi? Je vous avoue qu'en tant que politique, je connais très mal ce dossier, ou tout du moins je ne le connais presque pas. Donc, mais là, justement, je n'ai pas l'information première. À quoi on destine ces jeunes? Qu'est-ce qu'on leur donne comme perspective? Déjà, on ne leur donne pas les moyens, mais on les forme à quoi? Je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a, le premier des problèmes, c'est un manque de visibilité de ce qu'on veut faire en Martinique comme production agricole. Bon, bien sûr, on a les productions traditionnelles, la banane, avec les problèmes que l'on connaît, la canne, bon. Et au-delà... C'est la diversification qu'il faut trouver? Oui. Et là, je reviens à ce que j'ai entendu pendant cette campagne, où j'ai défendu l'idée que nous pourrions revenir à des cultures comment dirais-je, de produits d'exception, de haute valeur ajoutée, tels que le cacao, le café. Il faut faire preuve d'imagination dans ce domaine et repositionner la Martinique dans des créneaux d'excellence. Parce qu'on est un petit pays, on ne peut pas faire de la grande production massive, on n'a pas les terres qu'il faut, les espaces qu'il faut. Il faut, je pense, réfléchir à ça, et avant de savoir qui on forme et comment on les forme. Pour qu'après qu'on puisse faire des villages de métiers d'art et de patrimoine, c'est le sujet prochain que je vous propose. Ça se passe au Gros Morne cette année, c'est réalisé dans le cadre du Cap Nord. Peut-être que c'est à Saint-Pierre, il y aura également cette action. Le village des métiers d'art et de patrimoine, c'est toute cette semaine au Gros Morne. On regarde, puisqu'on rappelle que ça se termine, allez, samedi au Gros Morne. La ville du Gros Morne et la coopérative martiniquaise du Bois ont ouvert ce mercredi la 2e édition du village des métiers d'art et du patrimoine. Des produits de l'artisanat d'art local, des ateliers, des défilés de costumes traditionnels sont donc organisés jusqu'au dimanche 8 mai dans le hall des sports du Gros Morne. Le village du métier d'art et patrimoine, c'est un village qui a été initié par la coopérative martiniquaise du Bois, dont l'existence est depuis 1999, en collaboration avec la municipalité gaumornaise. Donc nous avons réuni dans le hall de sport du Gros Morne plusieurs artisans de différentes corps de métier, pour montrer un petit peu leur savoir-faire et susciter des vocations pour que les jeunes puissent venir englober leur métier, et puis ce sera un village ludique. Des ébénistes sont également présents sur le village. Ils y présentent leur travail artisanal, mais également leur savoir-faire, notamment le travail en atelier. C'est le patrimoine, hein, donc les ébénistes ils défendent le pan du patrimoine martiniquais, donc nous sommes amenés à faire visiter, à faire voir. Comme nos ateliers ce sont des endroits assez dangereux, donc nous emmenons nos ateliers au grand public au hall des sports du Gros Morne. Ce samedi 7 et dimanche 8 mai, la foire agricole du Grand Nord s'invitera au village des métiers d'art et du patrimoine. L'occasion d'une démonstration culinaire avec Tati Maryse, de balades en calèche, d'un lasso sauté et également d'un grand barbecue géant gratuit. Voilà ce que propose la ville du Gros Morne, la ville de Saint-Pierre n'est pas en reste, puisqu'en fait le lasso sauté est bien originaire du Nord. Oui, tout à fait. Et là, je crois qu'on est sur de vrais sujets. J'ai vu de très très belles choses, là, très rapidement. Et je pense qu'il y a matière à créer des emplois, à créer des produits que vous pourrez peut-être exporter, je ne sais pas. Hein. Il y a des filières comme celle-là qui sont des sources de richesse pour la Martinique. J'aime beaucoup. Et c'est vrai je pense qu'il faut soutenir. Chez vous, à Saint-Pierre, dans très prochainement, c'est le marché Rasta. Là aussi, on trouve de belles choses. Oui, on trouve de belles choses. Alors c'est une manifestation qui a été un peu décriée parce qu'on disait que c'était des Rasta, c'est ça? Oui, voilà. On connaissait ça forcément de façon négative. Et on s'aperçoit que ce sont des vrais artisans, des gens qui sont capables de créer des choses qui relèvent de l'art, de qualité, qui sont celles d'artistes, et qu'il faut mettre en avant ce type de métier qui peut permettre de trouver des voies pour des métiers. Alors, peut-être pas pour tous les jeunes Martiniquais, mais il y a quand même des pistes là qu'il faut laisser s'exprimer. Parce qu'il faut être créatif aussi. Hein. Réactif, c'est-à-dire créatif, mais ils le sont. Ils le sont. Oui, c'est ça, mais par rapport au métier, pour susciter les jeunes, il faut aussi être créatif pour pouvoir vendre. Voilà, mais il y a aussi l'apprentissage. On peut aussi, on n'est pas forcément celui qui va créer de nouvelles choses, on peut aussi être celui qui va apprendre auprès de ceux qui ont l'art
à faire, qui peuvent transmettre ces personnes et qui attendent peut-être de transmettre justement. Voilà, on rappelle, c'est le week-end prochain. Hein. C'est le week-end du 14. Ouais. 14. Voilà, c'est bien ça. Allez, on continue avec l'inauguration. Alors là aussi, peut-être qu'à Saint-Pierre, ça va être là aussi une inauguration, puisque la CAF de la Martinique se modernise et propose, et à Rivière-Salée particulièrement, l'inauguration d'un centre pour les accès de net, Internet, comment faire sa déclaration en ligne, enfin tout un panel de nouvelles choses avec la CAF Martinique, c'est donc à Rivière-Salée. Afin de garantir à ses allocataires l'accessibilité à ces services sur l'ensemble du département, une nouvelle agence CAF a été inaugurée aujourd'hui dans la commune de Rivière-Salée. L'accueil est organisé 4 jours sur 5 en rendez-vous et le nombre de visites moyen par jour attendu est de 40 allocataires. Des multiples canaux d'accès aux services sont disponibles grâce à des espaces libre-service, une borne multiservice accessible 24 heures sur 24, un espace de télétravail dédié afin d'offrir un service conciliant vie professionnelle et vie familiale aux agents de la CAF Martinique et une Wi-Fi gratuite. Quand on arrive dans les points CAF, dans les espaces numériques CAF, il y a un Wi-Fi gratuit. Donc le Wi-Fi, il suffit juste de détecter la borne Free CAF AirZone. Alors hop, je clique. Là, le téléphone se connecte. Quand c'est un téléphone iPhone, il se connecte directement. On tombe sur la page de connexion. Et là, on descend. On peut laisser son email pour pouvoir recevoir les informations de la CAF, etc. Et je clique. Une fois que j'ai cliqué, ça nous connecte et on peut surfer. Donc le surf, il est complètement gratuit, il est illimité. Et quand la page ne s'affiche pas comme ça, il suffit tout simplement d'aller sur un site internet, naviguer et on verra la page de connexion de la CAF. Mais que pense la population sudiste sous cette nouvelle agence ? C'est très bien parce que vous voyez, je suis venue à la CAF, je ne sais même pas bien marcher. Si j'ai besoin de papier, au lieu d'aller juste sous Fort-de-France ou bien Lamentin, c'est plus facile pour nous à Rivière-Salée. Surtout pour les mamies qui n'ont pas de voiture, en plus ils ne peuvent pas se déplacer, c'est très bien à Rivière-Salée. Écoutons Éric Picot, président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de la Martinique, qui nous en dit un peu plus sur cette nouvelle structure. Nous sommes d'abord très heureux, et c'est presque un pléonasme de le dire, puisque comme nous l'avons toujours dit, notre rôle et notre mission première est d'aider les familles dans l'éducation des enfants, dans leur propre éducation, et de faire en sorte que tout un chacun se sente bien dans cette société martiniquaise. Et donc, les choses évoluent. Nous sommes passés à l'ère du numérique, c'est l'informatique, nous avons mis des bornes, etc. Mais il convient également, puisque Place d'Armes est quelquefois peut-être surbooké, que nous ayons à mettre des agences où cela convient. Parce qu'à Rivière-Salée, on peut dire qu'il y a effectivement une grosse effervescence populaire. Et dans ce sens, je crois que nous avons réussi la mission. Et d'ailleurs, vous voyez que comme c'est déjà ouvert, les gens ont l'air très contents. Et à partir de ce moment, nous sommes heureux d'avoir répondu également à ce challenge. Qui dit nouvelle agence dit nouvel emploi. Nous avons rencontré Laurent Percy qui nous en dit un peu plus sur sa mission. J'ai été engagée pour effectuer une mission de service civique, c'est-à-dire que j'oriente les allocataires, je réponds à leurs questions s'ils ont besoin de renseignements, j'effectue des demandes d'aide au logement avec eux. Je les aide aussi à faire leur déclaration trimestrielle, donc tout ce qui est pour l'outil informatique, les aider à utiliser l'ordinateur, lutter contre la fracture numérique. Cette nouvelle agence de Rivière-Salée répond à une proximité impérative et montre que la CAF fait tout pour rester proche de ses allocataires. Alors, est-ce que pour vous, c'est être proche de ses allocataires quand on met des bornes ou vous préférez l'humain ? L'humain dans de bonnes conditions effectivement, de travail, c'est effectivement l'idéal. Mais il se trouve que les besoins sont tels que obliger la population à attendre des heures dans un service où il y a 2 ou 3 personnes fatiguées, énervées, épuisées, ça n'est pas forcément jouer l'humain. Et nous sommes dans une ère où les choses se dématérialisent de plus en plus. Le numérique peut nous aider justement à réhumaniser en justement créant de meilleures conditions d'accès à ces droits. Et donc j'apprécie beaucoup ce qui est fait là et je crois qu'on va aller encore de plus en plus loin puisque nous, au niveau des communes, n'avons pas toujours
comment dire, j'ai la possibilité d'avoir la CAF à proximité, on peut y accéder aussi à distance. De plus en plus, l'assistante sociale de secteur qui est venue me visiter quelques jours après mon élection, ma prise de fonction à Saint-Pierre, m'a tout de suite alerté sur le fait que la cyberbase devenait quelque part un outil social. Moi, je croyais que c'était pour que les jeunes puissent, qui n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur, puissent aller jouer, ou que les touristes de passage puissent correspondre avec leur famille à distance. Bon, je n'avais pas pris cette dimension qui fait que l'administration se met de plus en plus en ligne et permet à tout le monde de pouvoir aller plus vite pour remplir des obligations ou pour accéder à de l'information ou à des droits. Et donc, il nous faut accompagner cette évolution, tout simplement. C'est pour ça que, petit retour en arrière, j'ai trouvé une cyberbase à Saint-Pierre avec 5 ordinateurs sur 19 qui fonctionnait, 14 en panne. Nous avons immédiatement réinformatisé la cyberbase et effectivement nous allons faire que l'accompagnement de ces personnes qui n'en ont pas forcément l'accès chez elles puisse aller dans ce sens, c'est-à-dire permettre de mettre fin à la fracture numérique, comme il a été dit tout à l'heure. Ouais. C'est indispensable, ce n'est plus un luxe. Oui, c'est vrai, c'est indispensable, surtout avec l'évolution qui existe. L'autre chose indispensable, est-ce oui ou non une convention entre l'État et le parc naturel régional de Martinique? Est-ce quelque chose d'indispensable? Je ne sais pas, vous allez voir. Allez, on regarde le sujet et on se retrouve après. Ce matin, en préfecture, l'État et le parc naturel régional de Martinique ont signé les conventions annuelles définissant l'attribution de l'environnement, de l'énergie parce qu'il y a d'abord une première convention qui est finalement un appui à une fonction quotidienne aux objectifs qui sont et ce qu'on appelle finalement une contribution au fonctionnement de ces actions quotidiennes. Une seconde convention, tout aussi importante, concerne la délégation en fait, au parc naturel régional dans la gestion de ce qu'on appelle les réserves naturelles nationales qui sont de la responsabilité de l'État. Il y en a 2 ici en Martinique. Il y a celle de la presqu'île de la Caravelle que beaucoup d'entre nous connaissons et il y a celle des îlets de Sainte-Anne. Donc ces 2 réserves naturelles nationales, par convention, sont déléguées en gestion au parc naturel qui bénéficie de ce point de vue-là d'une subvention de l'État qui est d'ailleurs en hausse. Le président du parc a eu la gentillesse de le souligner, en hausse pour l'année 2016. Au-delà, je dirais, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine, nous avons tout un suivi scientifique, une démarche également en collaboration avec l'université. Nous avons une mise en valeur du patrimoine et surtout une gestion importante de ce bien, des programmes de recherche scientifique qui sont menés sur ces réserves. Il faut savoir que ces réserves abritent un certain nombre d'espèces endémiques à la Martinique, aussi bien du point de vue végétal que du point de vue animal, avec certaines espèces d'oiseaux comme le car rouge ou la didine, qui sont des espèces qu'on ne trouve qu'en Martinique. Donc il est important aujourd'hui que l'on puisse avoir les moyens de mener ce plan de gestion de la réserve. Nous avons signé une convention pour finaliser, pour pouvoir, je dirais, actualiser et concrétiser cette gestion. Le parc naturel régional de Martinique pourra ainsi assurer au mieux ses missions de protection des paysages et du patrimoine culturel et naturel, notamment par une gestion adaptée. Voilà, la gestion de 2 sites naturels, il y en a 2, sous la gouvernance donc, de l'État en partenariat maintenant avec le parc naturel régional. Sainte-Anne, la Caravelle, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. À Saint-Pierre, il y en a plein. Oui, on n'est pas le parc naturel régional, mais on a demandé par exemple la rétrocession par l'État de la gestion
des plages de Saint-Pierre, c'est-à-dire entre la Guinguette et puis la rivière des Pères, c'est-à-dire la zone des 50 pas géométriques. Nous avons demandé à re-signer une convention qui est tombée en obsolescence pour que nous puissions être en prise avec les réalités du terrain. L'État n'a plus les moyens de gérer de Paris tout. Et donc, chaque fois qu'on peut rapatrier une responsabilité au plus près du terrain, avec les moyens, bien entendu. Il ne s'agit pas de nous répatrier des responsabilités sans moyens. Je suis pour. Je pense que c'est une bonne chose. C'est notre territoire. On doit en prendre soin. Il y a la pédagogie qui va avec, parce que les Martiniquais, c'est très bien. Ils sont comme moi, amoureux de leur pays. Ils sont presque à la limite du chauvinisme. Mais je crois qu'il faut les appeler aussi à la responsabilité. C'est-à-dire que la protection de l'environnement relève d'abord du comportement du citoyen. C'est une pédagogie qui nous reste à faire. Ça n'est pas à l'État, ni à la CTM, ni à la ville de corriger toutes les dérives des citoyens martiniquais qui, par ailleurs, demandent à ce que son pays soit beau. Il faut qu'il apprenne d'abord à le respecter et à le protéger. Dernier sujet, la conférence de presse qui s'est déroulée, c'était hier matin, si mes souvenirs sont avant-hier. C'était sur l'affaire Greenpout. On s'en retrouve après? Vous connaissez cette affaire, oui? Un peu. Regarde le sujet. Ce matin, Alfred Marie-Jeanne et sa fille Maggie Marie-Jeanne ont convié la presse à une conférence afin d'évoquer la plainte pénale qu'ils ont déposée contre X pour faux et usage de faux. Rappelons qu'Alfred Marie-Jeanne, sa fille et son gendre sont soupçonnés de prise illégale d'intérêt dans le cadre d'une construction de collège à la Dominique et à la Grenade. Il se trouve que le faux n'est pas à notre niveau et nous n'avons jamais eu le temps, jamais eu l'opportunité de le prouver parce qu'il n'y a jamais eu, mon avocat l'a rappelé, Madame Boulogne-Yanking l'a rappelé, on n'a jamais eu le temps de nous entendre. Tout ce qui est produit par le procureur. Il a fallu la pugnacité, moi je la remercie, mon conseil qui est allé et qui a vu les pièces. Et Madame Boulogne-Yanking a pu voir qu'il y a une irrégularité. On n'a pas eu de cesse de montrer qu'il y a eu des irrégularités dans ce dossier. Preuve est faite, elle est définitivement faite. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a ce terme de prescription, pas prescription. Il y a un faux. Moi, je vois un document, moi-même en interne, je me dis il y a 19, 21, il y a avril, il y a mars. Et le 21 mars, il y avait des élections, le deuxième tour, dimanche 21 mars. On ne peut pas avoir un cachet du 21 mars. On essaie de mettre sa fille qui, comme par hasard, est agent de la collectivité depuis, je le répète, le 1er juin 1995, donc bien avant qu'il soit président de région, d'accord? Bien avant qu'il soit président de région en 98, on essaie de faire une espèce d'amalgame sur cette petite île, puisqu'il ne faut pas aimer, il ne faut pas être là, il ne faut pas être là, hein, d'accord? Il n'y a pas de relationnel. Et on essaie de faire que c'est moi, d'accord? Et mon avocat l'a bien démontré que c'est moi qui suis le maillon faible. On ne peut pas l'atteindre, donc on va atteindre sa fille. Donc il est complice de sa fille. C'est ce que ça veut dire. Eh bien non. C'est une cabale qui est montée et ça continue encore. Les petites bombes qu'on sème là pour la CTM. D'accord? Les petites grèves qu'on lance, les petits mots, les petites piques. Qu'on essaie de destituer un homme intègre qui n'a jamais failli à un seul devoir. C'est son amour pour la Martinique. À l'audience du 2 mars dernier, le tribunal correctionnel avait ordonné le renvoi de l'examen de ce dossier pour ne pas léser ces citoyens désireux d'être partie civile dans cette affaire. Cette décision de renvoi au 9 novembre prochain court-circuitait quelque peu les avocats de la défense qui considéraient que le dossier était en état d'être jugé et qu'un délai supplémentaire était préjudiciable à leurs clients. Voilà donc l'affaire Greenpout, qui fait la une de l'actualité, hein, qu'on le veuille ou pas. Oui, j'entends bien. Donc la présomption d'innocence, on le sait, hein, c'est un droit, qu'il faut savoir respecter. Il faut aussi savoir faire confiance à la justice, je crois. J'en ai fait l'expérience et en final, j'ai douté à un moment donné et finalement la justice m'a donné raison d'y croire. Donc moi, ce que je regrette dans ce que je vois là, c'est ces espèces de procès avant le procès que l'on organise pour quelque part mettre l'opinion publique dans un état d'esprit pour le rallier à sa cause. Je n'apprécie pas beaucoup. J'ai été victime de ça à Saint-Pierre, vous savez, dans l'histoire de la fraude électorale. Il a été organisé avant
le procès au tribunal administratif, il a été organisé un procès du préfet sur une place publique à Saint-Pierre, la place Rennes, qui est devenue la place de l'Aurélie, toute une soirée avec l'avocat de mon adversaire politique qui a fait sa plaidoirie en accusant le préfet. Il avait d'ailleurs même demandé à ce que s'il gagnait, s'il n'était pas condamné, que le préfet démissionne et qu'on le renvoie en France. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est une mauvaise pédagogie auprès de la population parce que on peut attendre tout et n'importe quoi après ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, des accusés de crimes, pourquoi ils ne feraient pas aussi des conférences de presse pour prendre à témoin de leur innocence de crimes, qu'ils soient physiques ou économiques. Je ne sais pas. On n'a qu'à réunir à chaque fois, quand on en a les moyens, la presse pour se défendre devant la presse avant d'être devant le tribunal. Il y a quelque chose qui me gêne. Je trouve ça pas très sain et je pense qu'il y a là une très mauvaise pédagogie qui essaye de démontrer qu'on peut faire pression sur la justice avant même que le procès ne commence. Alors, et ça, c'est pas bon. Les avocats ont demandé, ils ont demandé le dépaysement. Vous êtes pour ou contre ce type d'action Les avocats de qui? Les avocats de l'affaire Green Parrot, donc de M. et Mme Marie-Jeanne. Des avocats de M. Marie-Jeanne? Oui, ils ont demandé que l'affaire soit dépaysée, donc ils ont demandé le dépaysement. Vous êtes pour ou contre un dépaysement? Oui. Ils ont le droit de le demander. Moi, je ne suis pas contre, a priori. Parfait. On est arrivé au terme, M. Rafa. C'est vrai qu'à Saint-Pierre, vous y allez de toute façon, puisque vous allez tirer vos bouchons tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Pour ceux qui regardent le dimanche, vous allez faire quoi? Vous allez lancer le cochonnet ou vous allez jouer une partie? Juste lancer le cochonnet. Je ne suis pas assez doué pour pouvoir affronter des adversaires à ce niveau-là. jouer en tête-à-tête avec vous. Oui. Mais il y a d'autres rendez-vous sur lesquels je peux mettre le doigt rapidement. Il y a le vendredi 20 de ce mois, à 19h, une pièce de théâtre qui est donnée dans les ruines de l'ancien théâtre qui s'intitule « Au prix de la mort » de Christine Lara, qui raconte la vie et la mort d'un Pierrotin, Louis Delgrès, qui a combattu la réinstauration de l'esclavage par Napoléon en Guadeloupe. C'est un Pierrotin. Et donc cette troupe de théâtre nous a fait l'honneur pour un coût très très modeste de jouer cette pièce parce qu'il ne voulait pas quitter la Martinique sans avoir joué dans la ville de naissance du Pierrotin qui s'appelait Louis Delgrès. Le samedi 21, nous invitons la population au-delà de Saint-Pierre à une marche au flambeau de la Libéranté en partant du centre nautique, c'est-à-dire la rue de l'Esclave romain vers la place de l'Abolition. Donc vous faites le tour alors? Oui, on va marcher à pied. C'est une marche au flambeau. Et puis nous avons le rendez-vous des Tambours de la Liberté le dimanche 22 à 10h sur la place Béantin. Voilà, donc c'est un mai de Saint-Pierre qui vous attend. Chargé. Comment? Un mois chargé, un mois intéressant. Je vous invite à regarder le programme et à écouter les médias parce que... Sur le site de la ville, c'est ça? Sur le site de la ville en particulier. Vous avez une page Facebook aussi? Nous avons une page Facebook. Nous voulons que Saint-Pierre, ville d'Arrêt de Soir, soit une ville qui communique. Ça n'était pas le cas. Il y a tellement de choses que nous avons fait, que nous avons observées et que nous tentons de corriger depuis que nous sommes là. C'est la seule ville d'Arrêt des Soirs qui n'avait pas une page Internet. Donc, et c'est chose faite. Comment? Et c'est chose faite. Voilà, et il nous reste encore beaucoup à faire. Je suis le premier à le reconnaître. Merci, M. Rafa, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci, en tout cas. Merci. Merci également à nos techniciens, à nos collaborateurs, Priscilla, Yannick Granier, Manuela Montluy, Marie-Ange. Merci à tous ceux qui ont collaboré sur les reportages. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre 7 jours en Martinique. D'ici là, passez un excellent week-end. Allez à Saint-Pierre. Et puis, d'ici là, bon week-end à tous.